Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat Faire croiser. Nous l'avions vu hier, très engagé, fidèle aux côtés du président de la République Patrice Talon. Je veux parler de Maître Joseph Diogbenou, l'ex-garde des Sceaux, l'ancien ministre de la Justice, désormais président de la Cour constitutionnelle, installé depuis peu à la tête de cette haute instance juridique du Bénin. Eh bien, Maître Joseph Diogbenou n'a pas tardé à imprimer son rythme, à insuffler sa dynamique à cette institution. Nous l'avions suivi la semaine écoulée. Eh bien, les audiences seront désormais publiques. Et il n'y a pas eu que cette réforme à lire les titres à la une de certains quotidiens. Eh bien, Maître Joseph Diogbenou, le président de la Cour constitutionnelle, serait installé à la tête de cette institution avec comme, je dirais, une sorte de balai en main. Eh bien, que veut-il toiletter? Que tente-t-il de bouger? Il aurait, à entendre d'autres, tenté déjà un redéploiement au sein du personnel de cette institution. Pour lire l'actualité, pour lire les coulisses des premières heures de Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle, eh bien, c'est Laurent Delors-Faton. Il est communicateur, il est moniteur à l'Instic et aussi politologue. Bonjour Laurent. Bonjour Monsieur Loris d'abord. Et merci de la disponibilité. C'est un plaisir. En face de vous, un tout aussi jeune que vous, Innocent Aloukoutoui, communicateur et politologue également. Bonjour Innocent. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors, on se plonge maintenant dans la grande maison, à la Cour constitutionnelle. Laurent Delors-Faton, vous avez suivi l'installation bien réussie, vous avez suivi la prestation de serment et vous avez lu aussi les débuts, les toutes premières décisions, ou la toute première, la plus sensible de Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle. Les audiences seront publiques. Outre les audiences, il y a eu aussi déjà un début de travail dans les coulisses de cette cour. Vous ne me direz pas le contraire. Il faut d'abord quand même clarifier une situation. Laquelle? La cour est constituée de sages, et les 7 sages. Et Diogbenou est aujourd'hui le président des sages. Oui. Diogbenou, on le sait, tout le monde le sait, il est un intellectuel averti. Il a marqué quand même un cadre accompli. L'espace universitaire béninois de sa carrure, et on ne peut pas le reprocher qu'il n'est pas un intellectuel. Mais est-ce qu'il est un sage, autant sage pour être le président des sages, de cette sage de la cour? Et que toute la question d'abord est à ce niveau. Élire Diogbenou comme président de la cour, à mon entendement, ça devrait poser un petit problème, parce que il ne suffit pas d'être intellectuel pour être sage. Et on peut être intellectuel et ne pas être sage. On peut être intellectuel averti et ne pas être sage. Parce que sage, ce n'est pas seulement les connaissances livresques et autres. C'est aussi une expérience de vie. C'est aussi une étape de vie où vous avez des comportements différents par rapport au commun des humains. Et le sage, c'est celui qui, à l'aune de ses expériences, parle très peu, observe beaucoup, mais quand il parle une fois, il a parlé, tout le monde se tait. Et aujourd'hui, nous avons Diogbenou comme président de la Cour, qui est donc le président des 7 sages de la Cour. Je me dis... Il n'y a qu'à ces éléments constitutifs que vous liez la sagesse. À la première, non, il y a beaucoup d'autres éléments, mais c'est les éléments les plus saillants que je viens de l'énumérer. Et le sage ne parle pas. Et si vous voyez les premières actions de Diogbenou à la Cour... Le sage non plus n'est pas muet. Il n'est pas muet, mais il parle de manière très rare. Et vous allez voir que c'est une cour de communication que nous avons commencé par avoir. Cette cour de Diogbenou veut communiquer, et communique déjà assez. Alors que la Cour constitutionnelle par le passé n'est pas une instance de communication. La Cour ne communique pas pour autant, elle communique de manière rare sur des sujets pointus. Parce que si la Cour communique trop, elle va se confondre aux autres institutions qui sont l'Assemblée, qui sont l'exécutif et autres. Et la plus grande lecture que je lis, c'est que c'est une cour qui veut communiquer, et ça a tendance à ne pas être une cour de sages. Parce que les sages, de manière ordinaire, communiquent mais parlent très peu. Mais la cour de Diogbenou, à l'espace de quelques jours, a déjà beaucoup communiqué, a tendance à communiquer. Et si telle est l'allure que la cour veut prendre, je crains qu'on assiste à une cour qui aura beaucoup à parler, mais qui agira très peu.
Alors que, qu'ils vous souviennent, la Cour, en dehors de tout ce qu'on peut lui reprocher de bien ou de mal, c'est un fétiche, on l'a dit, c'est un fétiche. Et le fétiche qui sort trop n'en est plus un. Quand il sort trop, il n'est plus un fétiche. Et apparemment, le fétiche de Diogbenou veut trop sortir. C'est la première lecture. Quand il sortira trop, on craint qu'il finisse par perdre son statut d'instance qui donne le respect auquel tout le monde accorde un certain crédit, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, un crédit. Quand il parle, il siffle le silence. Aujourd'hui, vous avez vu l'investiture, ce qui est resté une cérémonie normale, comme toutes les autres cérémonies. Juste après l'investiture, quand vous avez vu la passation de service, la prise de fonction de la Cour, il y a eu une grande communication qui est entourée. Et après passation, vous avez vu les réceptions et consorts, ça a été quand même les personnalités qui ont été reçues par le président de la Cour. Il y a une certaine communication. Cela n'a jamais été exclu. Non, 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 ça n'a pas été exclu. Mais il y a comme une tendance où on veut plus exposer les actions qu'on fait. C'est votre lecture. Ayant quitté le gouvernement, le maître Diogbenou n'a pas encore pris conscience qu'il est devenu, mais qu'il est aujourd'hui désormais dans un autre couvent. Ici, il est dans un couvent. Je précise que c'est votre lecture. Oui, c'est ma lecture. Il est dans un couvent. Vous avez vu, quand, juste après l'installation, il y a ce coup de balai dont vous avez parlé, qui a été des réformes dont on a entendu quand même. Il y a eu quand même une grande communication des réformes. Et après les réformes, les audiences du président ont commencé par être des audiences beaucoup plus médiatisées. Oui, et ça me dit que nous avons fait une coup de communication qui, à mon entendement, ne serait pas une bonne posture. D'accord. Alors, Innocent Aloukoutoui, votre vis-à-vis lit les premiers pas à travers les premiers pas de Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle. Laurent Delors-Faton n'y voit que de la communication au lieu, pas comme d'autres qui y voient peut-être une obligation, une volonté affichée de transparence. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que mon vis-à-vis va très vite en besogne. Pour ne pas dire trop vite, la Cour Diogbenou, c'est normal qu'une Cour qui vient de prendre service, qu'il y ait une communication pour sa prise de service. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la Cour entrante qui organise cette communication, c'est celle sortante. Et la Cour entrante, elle n'a fait qu'aller prendre service. Moi, j'étais à la passation de service, à la prise de service du professeur Diogbenou, et je ne vois pas une communication déjà trop développée, parce que c'était très sobre, dans une salle très exiguë, qui n'a même pas pu contenir le grand nombre. Donc je ne trouve pas déjà qu'on voit qu'il y a déjà trop de communication. Pour un président d'institution nouvellement installé, c'est normal que des présidents d'institution ou des personnes plus averties aillent lui dire leur civilité, aillent lui dire, voilà, nous sommes venus te féliciter et te dire bonne arrivée, voilà, nous sommes venus te soutenir. Je ne trouve pas que cela soit déjà de trop, parce que c'est normal qu'un nouveau président ait quand même des félicitations de certaines personnes et qui nécessite qu'on relaie, qu'on montre que voilà, il a pris service effectivement et qu'il y a déjà des gens qui coachent pour que tout se passe bien. Quand on trouve que ces premières décisions sont déjà aussi trop communication, je trouve que c'est mal vu, parce que prendre une décision qui est celle de l'État de notre pays, qui décide d'aller à un débat public, à des assises publiques, je ne crois pas que... Les assises publiques se feront pour qui? Pour le peuple. Alors il faut que le peuple sache qu'il y aura des assises publiques comme ça pour pouvoir y participer. Je ne trouve pas que ce soit une communication déjà exagérée. Et puis par rapport au redéploiement du personnel... Lesquelles assises par le passé faisaient l'objet de coulisses, de couvents? Justement, c'est pourquoi... de manière discrète. C'est pourquoi il faut que ce soit plus ouvert aujourd'hui. Parce que quand c'est discret, vous et moi, nous n'avions pas droit à ces audiences-là. Nous ne savons pas comment ça se passe. Nous ne savons pas comment est-ce que sur tel ou tel autre sujet, on traite notre recours. Et quand c'est public aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être en face des sages, de suivre comment ça se passe. Et pourquoi peut-être qu'ils pourront même donner de paroles à des personnes dans la salle pour opiner ou pour questionner et comprendre davantage ce qui se décide. Je trouve que c'est normal. Il faut déjà même encourager ça. Peut-être faire des suggestions pour que cela puisse mieux se passer. Voilà. Puis ce faisant, est-ce que le fétiche ne perdra pas une part de sa sacralité? La sacralité du fétiche, on dit les décisions de la Cour sont sans recours. Vous savez, même si on ne prend pas la décision aujourd'hui d'aller à cette audience publique,
c'est sûr que les décisions qui sortiront de là sont sans recours. Maintenant, le fétiche qui sort trop perd sa sacralité. Est-ce que le fétiche est déjà sorti même? Je ne crois pas. Le fétiche n'est pas encore sorti. Ça annonce la sortie du fétiche, mais il faut d'abord attendre de voir si le fétiche sort trop. Ce qui sera fait. Ce n'est pas évident. Vous n'avez pas les preuves que ce sera fait. Ce n'est qu'une annonce pour dire les audiences seront publiques. Les audiences publiques, c'est normal. Moi, je ne trouve pas d'objection à ça. Maintenant, dans quelles conditions est-ce que ça va se passer? S'il faut l'annoncer pour ne pas le faire aussi, ça ne fait pas sage non plus. Oui, c'est sûr que ça va se faire. Maintenant, dans quelles conditions? Est-ce que ce ne sera pas cadré? Parce que ce n'est pas parce que c'est public que ce sera médiatisé à tout moment. Il y a ces deux aspects qu'il faut voir. C'est public. Quand vous allez, la salle va contenir d'abord combien de personnes? C'est déjà ça le premier souci. C'est sûr que ceux qui seront là auront peut-être droit à quelques questions qu'ils pourront poser à la Cour. C'est normal que dans un dossier que j'ai introduit à la Cour, on puisse me donner peut-être la parole pour que je dise mes motivations, que je dise peut-être à ce niveau-là, quand la Cour voit à gauche, moi j'ai vu à droite, et que la Cour, vis-à-vis de notre Constitution, puisse trancher. Je ne vois pas que ce soit déjà une sortie de trop, puisqu'elle n'a même pas encore commencé par sortir. Il faut attendre que ça se fasse, et il ne faut pas déjà voir que c'est trop de sorties. Ça s'est annoncé, mais ça ne veut pas dire que ce sera médiatisé à tout bout de champ. Ça ne veut pas dire que tout le temps, ils seront dehors pour recevoir les gens. Non, je crois que c'est une bonne chose et il faut apprendre à reconnaître quand il y a un effort qui est fait dans la dynamique de faciliter l'avancement de la République. Laurent Delors-Fatan, pour votre avis, il n'y a pas encore trop de communication. Alors revenons à l'organisation interne qui s'en va aussi subir une modification sensible sous Joseph Diogbenou. Tantôt, je n'ai pas attaqué les décisions dans leur fond. Je me suis seulement attaqué à la forme, parce que c'est la forme qui me préoccupait et c'est la forme qui m'a donné une allure de communication. J'ai dit, les balises qui sont posées nous montrent qu'on veut communiquer assez. Et je le reprécise, une cour constitutionnelle ne communique pas assez. Elle communique de manière rare. C'est ça qui donne sa sacralité. Et vous voyez, quand Diogbenou est arrivé, c'est dans la première semaine pratiquement qu'on a commencé à voir que les pions commençaient à être bougés. Et on a attaqué la moelle même de la Cour. La Cour n'est là que pour juger des recours formulés par les citoyens en matière de constitutionnalité. Et ça veut dire que c'est l'instance, c'est l'objet même de la Cour qu'on a attaqué. Et on a voulu que ces audiences soient désormais publiques. Ça veut dire que c'est la matière même de la Cour qu'on a attaquée de manière automatique. Alors qu'on veut de faire appel. N'est-ce pas une volonté d'impliquer davantage les citoyens? Aucunement une volonté d'impliquer. N'est-ce pas une volonté de transparence? Aucunement une volonté de transparence ni d'impliquer les citoyens. C'est juste des appréhensions que le président actuel de la Cour avait et qu'il a voulu juste exprimer. Mais là où son appréhension, bien sa réforme me gêne, et que lui-même, de l'extérieur, il voyait les choses, mais jamais de l'intérieur, il n'a rien vu. J'aurais aimé qu'il fasse. J'aurais aimé qu'il fasse 1 mois, 2 mois, et qu'il fasse au moins, qu'il traite 2 recours, et comprenne ce qui se passe à l'intérieur avant d'apporter une réforme aussi grande. Parce que cette réforme, elle touche à tout. Désormais, supposons que je suis béninois, que je sois en France, et que j'ai constaté qu'il y a un acte de constitutionnalité, et que j'adresse un recours. On me demande de revenir obligatoirement dans le pays pour pouvoir aller présenter, faire l'audience. Vous comprenez? Et on le sait, en matière de constitutionnalité, il n'y a pas d'avocat. La Constitution n'a pas demandé à ce que le citoyen ait un avocat avant de pouvoir saisir la Cour. Ça veut dire que si on me demande de faire une audience alors que j'attaque par exemple le gouvernement, que le gouvernement envoie des avocats, alors que la Constitution ne me demande pas d'avoir un avocat pour faire des recours, ça veut dire qu'il me faudrait aussi avoir un avocat avant d'aller me défendre parce que le gouvernement aura par exemple des avocats pour le défendre. Et moi, c'est un lambda qui dans mon petit point. À le dire ainsi, vous transformez la Cour en un tribunal. Mais quand on parle des audiences, le chef de l'État, par exemple, si c'est le chef d'État que j'ai dit qu'il y a eu un acte d'inconstitutionnalité et que vis-à-vis, celui qui doit se défendre, le chef d'État n'envoie que des avocats. Alors que moi, je ne suis que citoyen, je n'ai pas d'avocat. C'est pourquoi la Constitution, parce que c'est quoi? Le rôle de la Cour, c'est de voir si les actes posés sont en conformité avec la loi fondamentale. La loi, elle est connue. Il y a une jurisprudence en la matière qui est là et que tout le monde connaît. C'est que cette jurisprudence permet quand même aux sages de décider de ce qui en serait réellement.
le citoyen n'est pas obligé d'aller défendre lui-même ce qu'il a dit, parce qu'il permet, il adresse son recours, et au sage d'en juger son opportunité ou pas, et de juger de l'inconstitutionnalité ou non. Mais si déjà, sans avoir fait une expérience de la Cour elle-même, le président décide, juste parce qu'il est entré en service, dans la même semaine, décide de faire une réforme comme ça, il dit, j'aurais voulu que cette réforme se fasse quand il aura fait une petite expérience. Vous voyez, il y a une expérience que j'apprécie beaucoup chez les Américains. Quand le chef de l'État est élu en novembre, il ne prend service qu'en janvier. Et il passe 2 mois à comprendre le fonctionnement de l'administration de la Maison Blanche. Il passe 2 mois. Juste, on l'initie. Et c'est après 2 mois qu'il prend ses services et c'est progressivement qu'il fait ses réformes. Pourquoi les Américains ont installé une telle procédure? Parce qu'on sait qu'on ne comprend rien de l'extérieur. Vous aurez beau avoir des appréhensions de l'extérieur, mais quand vous rentrez dans un système, le système a ses règles que vous devez comprendre. Mais quand on rentre dans un système et qu'il y a l'espace d'une semaine... Cette procédure aussi a ses limites et c'est bien discutable parce que quand on renouvelle une équipe, l'équipe ne vient pas, on ne vide pas la maison, on ne vide pas la structure. Il y a des cadres techniques. Et c'est pour ça que je dis que il y a comme, excusez-moi, c'est le président de la Cour aujourd'hui, mais il y a comme une précipitation qui se dessine déjà dans les premiers pas du président de la Cour. Parce que c'est assez clair. Non seulement il fait une réforme structurelle, il ne l'aurait pas fait un peu tôt que vous, analystes politiques, vous commencerez à crier encore que l'intrus a de mal, tarde à intégrer sa nouvelle fonction. Ça m'aurait beaucoup plus reconforté dans la position s'il prenait du temps. En fait, c'est un principe naturel dans la vie, que quand vous rentrez quelque part, prenez le temps d'abord de vous acclimater. Quand vous êtes acclimaté bien, vous prenez les décisions qu'il faut. Parce que les décisions de l'extérieur ne sont jamais les bonnes décisions. Aujourd'hui, quand on prenait le chef de l'État actuel au pouvoir, Patrice Talon, de l'extérieur, il pensait que la fonction publique, la fonction présidentielle était une fonction aussi facile à gérer. Vous avez vu que le discours a changé au fil des jours. Parce qu'il s'est rendu compte que ce que je pensais de l'extérieur n'est rien de ce qui se passe à l'intérieur. Et si vous voyez sa posture au départ, elle a changé dans le temps. Les décisions qu'il avait voulu prendre au départ, il a compris que ça ne se prendrait pas de cette manière. Et que j'aurais voulu que le maître Diogbenou, c'est comme si l'activisme, l'hyperactivisme du ministre est encore en lui. Et il va à la Cour avec cet hyperactivisme. Alors que la Cour, c'est une institution où on n'est pas actif, mais on réfléchit beaucoup plus. On ne pose pas de date. Ce n'est pas non plus un garage. Même si ce n'est pas un garage, ça a l'apparence d'un garage. La Cour, après tout, reste une administration. Vous ne dites pas le contraire. Et il y a des dossiers en instance. Et tel que vous demandiez tantôt à Joseph Diogbenou de prendre 2 mois pour s'acclimater. Je n'ai pas dit 2 mois. Je n'ai pas dit 2 mois. Les dossiers ne vont pas l'attendre. Il aurait fallu prendre un peu de temps. Et le contraste dans cet acte est que, automatiquement, il ne prend pas des réformes. Il fait aussi un balayage à l'intérieur. Il bouge tout le monde. Qui lui donnera l'expérience, qui l'informera sur ce qui s'est passé dans la maison, afin qu'il puisse comprendre davantage pour mieux gérer. C'est comme s'il a sa posture de président de la Cour qu'il veut mettre en application. Les jours à venir nous diront si c'est moi qui ai raison, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une petite précipitation dans la posture du président de la Cour. J'aurais voulu qu'il ravise un peu sa position et qu'il dépose complètement la terre pour diriger la Cour de manière sereine, sans cet état d'âme d'un homme trop activiste. Trop, parce que c'est comme si, vous avez, les 10 dernières années, Diogbenou est resté trop actif. Le est resté trop actif. Il faut qu'il tombe de son activisme pour rentrer dans la posture de sage, pour pouvoir être un sage digne à la Cour constitutionnelle. Innocent Lokutui, vous voyez en Joseph Diogbenou un sprinter? Je ne le vois pas dans cette posture. Vous savez, quand il dit qu'on est en train de faire les choses beaucoup plus vite, je crois que c'est dans le sens d'aller avec célérité. C'est dans le sens d'aller de façon proactive. Bouger l'administration, c'est normal. Quand vous venez quelque part, il faut que ceux qui vous entourent, ce sont des collaborateurs de confiance. Je vois ça dans ce sens-là. Le docteur Gilles Badé, il est docteur de droit constitutionnel. Il est docteur en droit constitutionnel, pardon. Alors, il est secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Je ne pense pas que ceux-là ne puissent pas orienter le professeur Diogbenou. C'est des gens qui sont là pour dire comment ça se passe dans la maison. Dès le premier jour déjà à sa prise de service, c'est même lui qui l'a accompagné à son bureau. Donc, je crois qu'ils se sont dit beaucoup de choses avant que les premières décisions ne commencent par tomber. Et il n'est pas resté dans son bureau à lui seul pour prendre la décision. C'est sûr que c'est de commun accord avec les autres sages.
La sagesse, ça n'a pas d'âge. Ce n'est pas parce que vous êtes actif que vous n'êtes pas sage. C'est deux choses qu'il faut départir. Il peut être actif et être sage. Et comme il l'a dit, on réfléchit beaucoup. La réflexion, ça n'ampute pas le côté de la sagesse. Être actif, ça n'ampute pas le côté de la sagesse. Il peut être actif, beaucoup réfléchi. Surtout que quand on regarde sa carrure d'avocat, d'enseignant à l'université, de professeur, puis d'ancien ministre, ancien député, je crois qu'il est dans une posture où il peut accumuler tout ça, avoir son bagage intellectuel, avoir ses réflexions pointues et aussi être actif. La sagesse, ça n'a pas d'âge, comme je l'ai dit. Alors, je crois que Diogbenou est dans une posture où il doit juste afficher aujourd'hui en face de l'opinion nationale et internationale qu'il est celui qu'on a toujours vu quand il était à l'université, en tant qu'universitaire. Et puis, chaque fonction, elle est différente. Ministre, il est actif, ça n'empêche pas d'être actif aujourd'hui en tant que président de la Cour constitutionnelle. Juste que les décisions soient dans le bon sens, soit innocent, dans l'intérêt de la République. Au regard du parcours, au regard du palmarès, de l'expérience, pensez-vous que ce capital est suffisant pour faire un sage? Justement, est-ce que la sagesse même a besoin d'un parcours aussi cadré, aussi futé? Je ne pense pas. Maintenant, si avec son parcours, il a encore la chance d'être sage, c'est une grâce. Je dirais que la sagesse, c'est pas dans son titre de professeur agrégé, non. La sagesse, c'est cette capacité-là de pouvoir voir plus loin et plus fin, ce que beaucoup ne voient pas. Et donc, je crois que Diogbenou peut bien faire l'affaire, parce que, de par le passé, il a fait beaucoup de choses que nous avions vues. Dans d'autres rôles, dans d'autres postures. Justement, qui ont quand même pu nous montrer qu'il a un certain niveau de sagesse. Parce que la sagesse, ce n'est pas forcément en étant sage à la cour. La sagesse peut être vue depuis son parcours de professeur à l'université, depuis son parcours d'étudiant même, s'il le faut. Donc, je crois qu'il n'y a pas comparaison. La sagesse, il n'a qu'à l'afficher, il n'a qu'à le prouver. L'affiner. Oui, et puis je crois que le tout va se jouer là. Quand il dit qu'il aurait préféré que les décisions viennent dans le temps, les Béninois ont tendance à vouloir quelque chose et son contraire à la fois. Pas lui seul, beaucoup sont en train de dire ce qu'il dit. Quand le président Patrice Talon est venu au pouvoir, on a trouvé que c'était un monsieur qui se cachait beaucoup plus à la présidence et qu'on ne voyait pas. C'était un monsieur qui ne s'affichait pas. C'était un monsieur qui ne communique pas. C'est un monsieur qui ne gaillait pas les rues à l'instar de l'autre. Qui reste trop fermé. À l'instar de son prédécesseur, je veux dire. Justement, aujourd'hui, celui qui vient à la Cour, la décision, elle n'est pas une décision anticonstitutionnelle. Non, c'est une décision qu'ils ont prise dans le sens d'aller peut-être un peu plus vers le peuple, d'être plus ouvert. Maintenant, quand il dit, s'il est en France, il fait recours et qu'on demande de venir assister. Vous savez, il faut être dans l'action pour agir. Vous êtes hors du pays, vous demandez un recours. Si vous n'êtes pas là et que la Cour voit qu'elle peut traiter le recours en audience publique, il n'y a pas de problème, on traite. Si vous n'êtes pas là, on donne la décision, vous la prenez comme ça. Si vous êtes là, on vous invite, vous participez, il n'y a pas de problème. Je ne trouve pas où est-ce que, parce que vous n'êtes pas là, vous pouvez faire recours, on vous invite et vous dites, je suis en France, je ne peux pas venir, pourquoi est-ce que vous voulez faire l'audience publique? L'audience publique, ce n'est pas pour une personne, c'est pour la nation. Quelqu'un a fait recours. Quand on fait recours, ce n'est pas pour soi. C'est parce qu'on trouve que quelque chose peut-être ne se retrouve pas dans la Constitution, mais qui a été posé comme acte, et on fait recours dans le sens d'éclairer le peuple, d'éclairer l'opinion, pour que ce recours-là puisse quand même aboutir à rester dans les règles de la Cour. Et je crois que la Constitution, si elle leur permet cette prérogative, ils l'ont prise et puis, je crois, on n'a qu'à accompagner. On n'a qu'à voir déjà comment les premières assises vont se faire. Donc c'est ce que moi j'ai à voir par rapport à ça. Laurent Delors-Fatan. Je pense que le parcours de Diogbenou ne lui permet pas d'être sage. Diogbenou n'est pas encore un sage. Et qu'est-ce qu'il faut le faire? On lui a fait tort de l'élire chef de président de la Cour constitutionnelle. Avancer alors les éléments constitutifs de la sagesse. Non, on lui a fait tort de l'élire président de la Cour constitutionnelle. Parce que si vous le dites, vous devez parce avoir... Parce que qui vous souviennent, depuis qu'il a été au gouvernement, on a senti que l'homme a commencé par perdre
Mais pourquoi le décréter? Sa crédibilité, pas sa crédibilité. Et c'est après cette expérience malheureuse de sa vie. Mais nul ne fait d'unanimité. Non, c'est pas fait d'unanimité. Parce qu'à un moment donné, l'homme qui faisait rêver les gens, l'homme qui était admiré par beaucoup de Béninois, a commencé par perdre de sa posture, de son éloquence et de sa brillance, je dirais. Progressivement, en 2 ans, Diogbenou a disparu. Il paraissait, mais ça dépend des lunettes il paraissait, mais négativement. Ça dépend des angles d'appréciation, ça dépend des chapelles, ça dépend des chapelles politiques d'appréciation. D'où parviennent ces appréciations. Je parle ici. D'autres vous diront qu'il continue d'applaudir Joseph Diogbenou. D'autres vous le diront. Il y a des baromètres, il y a des baromètres à l'une desquels on juge si ce que vous faites est bon ou mauvais. Tout le monde savait que Diogbenou, en tant que professeur d'université, a été brillant. Diogbenou, en tant qu'activiste social, a été brillant. Mais Diogbenou, en tant que ministre de la République, Diogbenou, en tant que député, a été brillant. Mais ministre de la République, il a fait une prestation de pièce figure. Tout le monde le sait. C'est relatif. Et c'est après cette prestation. C'est relatif. Il n'y a rien de relatif dedans. C'est évident, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Lui-même le sait. C'est relatif. Si tout le monde le voit, pourquoi est-ce que l'Assemblée le propose alors comme ça? Conscience, lui-même le savait, tout le monde le savait. Mais c'est après cette expérience malheureuse. Et si tout le monde le sait, pourquoi a-t-il été alors que l'idéal aurait été pour lui qu'après cette expérience, qu'il se retire quelque part, qu'il fasse la somme, et qu'il s'apprécie lui-même d'abord avant de commencer une nouvelle expérience. Parce que cette expérience qu'il a commencé maintenant, elle est plus grande, elle est plus fondamentale de sa vie. Et on le propulse là. J'aurais voulu le voir simplement de la cour et qu'il aille à l'école d'autres sages pour s'expérimenter, pour devenir encore plus, pour faire le poids de sa vie par rapport à ce qu'il rêvait et ce qu'il a fait voir au peuple béninois pour que progressivement il ressort une autre image. Mais aujourd'hui il est à la cour et il est près de la cour. Le vidéo c'est là. Mais je reprécise que les premiers actes qu'il a posés, même si Gilles Badé est là pour l'aider, Gilles Badé a son expérience. Il n'a jamais été président de la Cour. Gilles Badé n'est que le secrétaire général de la Cour. Le président de la Cour... La mémoire. Il est la mémoire, mais il n'est pas le président. Il n'est jamais resté dans la posture du président. Parce que le secrétaire parle, le président décide. Le président est l'organisateur de tout. C'est qu'aujourd'hui, en tant que président, même si Jules Barré lui parle de son expérience à lui, j'aurais voulu que lui aussi aille fasse son expérience. Et tout à l'heure... C'est son expérience qu'il a commencé déjà. Qu'il fasse d'abord son expérience progressivement avant de juger. Tout à l'heure, vous parlez du chef de l'État, vous disiez que le Bénin était pressé. Aucun Bénin était pressé. Moi, il n'était pas parmi ceux qui étaient pressés parce qu'on lui a donné le temps qu'il fallait. Ça, vous, justement. Mais vous avez vu le chef de l'État, quand il est venu, ses premiers discours et ses premiers actes ont montré déjà qu'il n'avait pas encore pris la mesure de la fonction. Mais vous avez vu que progressivement, la posture a changé. 1 an après sa gestion, il a carrément dit autre chose. Et vous avez vu 2 ans après, le discours a encore changé. C'est votre analyse. Ce n'est pas une analyse. On le voit tous les jours. La preuve, parce que je parlais de la communication du moment où c'est ce que je sais faire le mieux. Bien sûr. Il a dit dans son premier discours, et vous l'avez constaté, qu'il ne veut pas communiquer comme le faisaient les anciens. La normocommunication. Revenons à la Cour. Ça veut dire que quand on prend cette affaire de Cour, je dis aujourd'hui, vous avez vu. Et ce que j'ai vu avant Thierry, la première personnalité que le maître Diogbenou reçoit, c'est le préfet Modeste Toboula, qui n'est pas des moindres. J'ai rigolé, quoi. J'ai dit, mais vous voyez, la symbolique a un sens extraordinaire dans la vie. Pourquoi a-t-il fallu qu'il reçoive en premier lieu Modeste Toboula, le bouillant Modeste Toboula, le zélé Modeste Toboula, que tout le monde connaît en l'espace d'1 an, a montré au peuple béninois qu'il est plus roi, qu'il est plus royaliste que le roi, et il s'est fait pratiquement président. Partons déjà de l'hypothèse que c'est la première personnalité rendue visible. Il peut avoir reçu d'autres. D'autres. Mais c'est peut-être pas de la communication. La communication nous a montré de recevoir Modeste Toboula. Et cette Toboula qu'il reçoit, je me dis, cette image n'est pas une bonne image. Il pouvait recevoir d'autres personnes ou bien la salle de communication nous aurait montré une autre audience. Vous aurez voulu peut-être une communication politique entourée, peut-être. J'aurais voulu qu'on nous montre Modeste Diogbenou recevoir un sage, un ancien président de la Cour. J'aurais voulu nous montrer quand même un prélat, quelque chose de symbolique que de nous montrer
Toboula être la première audience que Djogbenou ait montrée? Moi, je pense plutôt que vous aurez pu lire aussi cette audience avec d'autres lunettes, avec d'autres prismes. Vous avez bien dit. Vous avez bien dit. Veut alors qu'on peut se poursuivre parce que on a reçu un président zélé. Pourquoi ne voyez-vous pas à travers cette audience une manière de contenir davantage, une manière de contenir, d'aider Modeste Toboula davantage à quitter l'autre registre de Fayot dans lequel on le plaçait? Moi, je ne suis pas dans la posture de Toboula, mais je lis seulement les symboles. Et les symboles que je lis me montrent que si l'actuel président de la Cour constitutionnelle reçoit en première audience le préfet zélé, ça veut dire qu'il veut transmettre les gènes du zèle au nouveau président de la Cour constitutionnelle. Comme toute autre personnalité. Qui va continuer par nous faire voir du zèle au lieu de nous faire voir le sage. Vous pensez alors que Toboula est allé inculquer... Je ne veux pas savoir ce qu'ils ont dit entre eux. Sa manière de gérer à Djogbenou, je ne pense pas. Djogbenou n'a pas de leçon à recevoir de Toboula. Maintenant, je viens à vous pour vous dire, faisons une analyse un peu plus objective. Vous savez, le préfet représente quand même tous les ministres dans son département, tout un gouvernement. Alors, quel est le mal si le préfet va voir le président de la Cour nouvellement installé sur son territoire encore? Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal. Quand on prend le département, le préfet, c'est la première autorité du département. Oui. Alors, la Cour étant sur le territoire du littoral, souffrait que le préfet aille rendre une visite, peut-être de félicitations. C'est ce qui serait même souhaitable. Et c'est ce qu'il a fait, certainement. Alors, je n'ai pas attaqué le fond de la question. C'est ce qui serait même la forme et la symbolique que je vois. Vous en parlez, Laurent Delors Faton, comme si, au sorti peut-être de cette audience, vous avez vu les deux dans une salle de fête ou non? Ce qu'ils ont dit ne m'intéresse pas trop. Ce qu'ils ont dit ne m'intéresse pas. L'image, que ce soit lu, que le président Djogbenou ait reçu en premier, l'image me montre que c'est une mauvaise image et la seule communication a mal fait de programmer cette audience. Ça, c'est votre point de vue, parce que moi, je ne la partage pas. On vous le conseille. Je l'ai dit, le préfet, c'est la première autorité du département et en tant que tel, il est allé rendre visite pour dire sa civilité au nouveau président de la Cour. Donc vous vous irriterez davantage si c'est le maire de Cotonou qui allait en audience. J'aurais aimé que ce soit le maire de Cotonou qui allait en audience parce que le maire de Cotonou, c'est lui qui est le propriétaire terrien entre griffes de la ville de Cotonou. Le préfet n'est que... Non, mais je constate là, je constate que Laurent Delors Faton crache son aversion vis-à-vis de Toboula. C'est pas une aversion. Plus qu'une analyse objective. Dans un pays, nous sommes dans un pays africain et quand vous rentrez quelque part, celui qui vous accueille, c'est le chef de terre. Le maire de Cotonou est le chef de terre. Si on doit aller même au-delà de votre... Quand on va voir selon votre analyse, c'est que c'est le maire de Cotonou qui devait faire la première visite. Si le maire n'est pas venu, vous voulez que ce soit le président de la Cour qui aille le chercher? J'ai seulement dit que c'est une affaire de communication. Et la de communication n'a pas joué son rôle qui devait. Laurent Delors Faton, si le maire n'a pas introduit une audience et que l'autre, le préfet, a introduit une audience, nous allons revenir une autre fois sur le sujet numéro 2. Le sujet numéro 2, je vous le disais tantôt, ça remonte à une vieille décision, je dirais une des dernières décisions de la Cour Olo. On n'aura pas le temps de décortiquer davantage. C'est vrai que cela offrira davantage de grains à moudre pour Laurent Delors Faton qui a exposé déjà ses griffes par rapport à Modeste Toboula. Rassurez-vous, vous serez bien sûr invité le jour où nous aurons à décortiquer, à décrypter cette décision de la Cour constitutionnelle qui casse deux arrêtés de Modeste Toboula. Alors, pour mettre un terme à ce débat à faire croiser, Innocent Legoutu, votre mot de fin. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais déjà dire, comme il l'a dit là, je veux corriger rapidement d'abord. Il dit le parcours de Djogbenou en tant que ministre, pendant les 2 ans, ne l'ont pas fait sage. Je trouve que c'est son analyse, parce que Djogbenou, dans la posture de ministre, vous ne pouvez pas participer à quelque chose et venir au dehors renier. Il participe au Conseil des ministres, il prend les décisions avec tout le gouvernement. Je ne vois pas quelle posture on aurait souhaité qu'il ait. Qu'il démissionne peut-être comme candidat à Zanaï, je ne veux pas opiner par rapport à ça. Vous êtes dans un gouvernement, vous préparez, ça cuit, pour rendre public, vous criez, vous dites, vous n'avez pas fait partie. Je trouve que c'est très indécent et il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il participe aux décisions, il opine dessus, et ce sont les décisions collectives qui tombent. Et en tant que tel, il est obligé, ce n'est même pas une obligation, c'est le bon sens qu'il demande qu'il prenne alors
les taureaux par les cornes. En tant que ministre de la République, il n'est plus dans une posture d'acteur de la société civile. Et toutes les décisions qui sont prises, même quand ça va dans le sens du peuple et que les gens voient contrairement, ils doivent crier. Mais ce n'est pas déjà parce qu'ils crient et que c'est bien, et que Diogbenou doit déjà démissionner, ou doit déjà venir publiquement dire au chef de l'État, écoutez, la décision n'est pas bonne. Il a fait un parcours de ministre que je félicite, il a assumé jusqu'au bout. Et chaque fois qu'il sort, même pour les points de presse, il faisait qu'un argumentaire bien défini de chaque décision qui était prise. Alors moi, je le félicite, je lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions, et je crois qu'il est à la hauteur. Il a dit qu'on l'aurait laissé être sage que d'être président de la Cour. Il n'a pas décidé à lui seul d'être président, il est président. Il a été plébiscité. Voilà, par les sages de la Cour. Merci. Donc, sur ce, je lui souhaite un bon parcours. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Laurent Delors-Faton. Les premiers pas ne me rassurent pas quant à la sagesse du maître Diogbenou. J'aurais voulu le voir changer de posture, ramener la balle à terre carrément et de redémarrer autrement pour que à la fin de son mandat, on puisse quand même dire qu'il a fait le bon boulot. Et ça l'aura honoré et ça va honorer davantage la nation béninoise. Parce que la Cour, à mon entendement, elle doit rester toujours notre fétiche. Malgré les griefs que nous aurons contre la décision de Diogbenou ou pas, je veux qu'in fine, on puisse dire il a été un bon président de la Cour et la Cour a fait son boulot. La Cour a permis à ce que le Bénin continue son processus démocratique et que malgré tout, on reste toujours dans un état de droit et qu'il fasse le bon boulot pour chaque fois ramener les institutions et les individus à l'ordre pour que la Constitution soit davantage respectée comme elle l'a toujours été malgré les déviances du pouvoir actuel. Merci Laurent Delors-Faton. À suivre dans les prochains numéros du débat Faire croiser les jours à venir. La décision de la Cour Olo qui casse les 2 arrêtés de Modeste Toboula. On va y revenir, assurez-vous.